Merci beaucoup. Bonjour. Je remercie de nous accueillir ici l'Institut pour la photographie, Anne Lacoste, Véronique Terrier-Hermann, Mathilde Cherrier, dans ce beau lieu qui est dédié à la formation, à la production des images. Donc, comme Véronique l'a dit, je vais présenter ce livre, Les artistes iconographes, qui synthétise effectivement une recherche menée depuis une dizaine d'années autour du réemploi d'images dans les pratiques artistiques contemporaines. Donc effectivement, je vais commencer par préciser l'endroit dont je parle. Il se trouve que c'est une recherche à deux têtes ou à quatre mains et que Aurélien Maule n'est pas là, mais son positionnement dans le champ de l'art est intéressant puisque Aurélien Maule est artiste et il est dans une polyvalence assumée de ses pratiques dans le champ de l'art, puisqu'il est artiste, commissaire d'expo, critique et a une pratique professionnelle de la vue d'exposition. C'est-à-dire qu'il travaille au quotidien avec les artistes pour documenter leurs œuvres. Tous les deux, nous avons travaillé autour des pratiques photographiques depuis longtemps, notamment sur les croisements entre les usages vernaculaires, professionnels et artistiques, ce qui explique assez naturellement qu'on se soit intéressé aux pratiques qui utilisent des images d'autres champs, qui sont revues, réemployées par les artistes dans l'art contemporain. Et d'ailleurs, ce travail est aussi curatorial puisque, comme Véronique le disait, le collectif qu'on a fondé au début des années 2000 travaillait sur la photogénie de l'exposition, la permutation des œuvres dans les accrochages et associer des œuvres de génération et de formes extrêmement différentes qu'on retrouve dans les pratiques iconographes. Donc, pour toutes ces raisons, le livre que je présente ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois un ouvrage théorique qui rassemble des textes publiés dans des revues critiques, mais aussi des entretiens avec des artistes. Autour d'un questionnaire, 14 artistes ont répondu sur leur rapport à l'image et tout un cahier d'images qui sont des vues d'exposition à la Villa du Parc en 2014-2015. Je ne vais pas commenter les images, mais je vous montre quelques images du livre. Donc en fait cette recherche, par rapport à ce que disait Sébastien tout à l'heure, par rapport à Archive Fever par exemple, on se positionne après avec des artistes qui sont d'une génération vraiment émergente au milieu des années 2000. C'est-à-dire que les artistes dans l'expo de l'ICP étaient plutôt plus établis. Donc on est dans la génération suivante et on travaille des objets qui sont produits au moment où on en parle. C'est pour ça que c'est une pratique critique et curatoriale qui manque sans doute de distance historique, puisqu'on analyse ces objets au moment même où ils sont produits. Donc en fait, quand on commence cette recherche, donc au milieu des années 2000, on se rend compte que beaucoup d'artistes, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, font des œuvres avec différents médias, mais qui travaillent la question de la constellation. C'est-à-dire, ils rassemblent des images de champs différents, d'époques différentes, dans des formes qui les mettent côte à côte pour peut-être pas les comparer, mais en tout cas les faire dialoguer entre elles. À ce moment-là, du coup, on essaye de les historiciser un petit peu et donc on prend ce terme qui nous paraît un bon outil de artiste iconographe qui se réfère à la fois à la pratique d'Abby Warburg par rapport à l'histoire de l'art, qui en fait réunissait des images d'époques différentes pour justement les étudier dans une perspective historique, et aussi parce que les artistes eux-mêmes
emploient ce terme. Par exemple, Céline Duval, artiste française, a comme nom d'artiste Documentation Céline Duval et se revendique comme artiste iconographe. Et donc, on se rend compte en fait que, enfin, en tout cas, nous, on pose l'hypothèse qu'il y a une nouvelle forme de ces pratiques iconographes au moment, là où on en parle, au milieu des années 2000. Donc, dans la généalogie des artistes iconographes, on envisage les collagistes, qui apparaissent après au milieu de la Première Guerre mondiale et qui a un développement, le photomontage ou photocollage énorme dans l'entre-deux-guerres. On parle aussi des installations d'archives, qui est le prisme qu'on retrouve dans l'exposition Archive Fever, qui rassemble un certain nombre d'images très ressemblantes qui constituent l'archive et qui sont souvent utilisées dans des grandes installations par des artistes comme Boltanski ou d'autres. Il y a aussi une autre pratique qui est celle de l'appropriation, qui est typique de la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis, autour de Cindy Sherman, Richard Prince, Barbara Kruger, etc. Et qui, eux, reprennent des images de l'histoire de l'art ou de la culture populaire pour les extraire de leur domaine d'origine et les replacer dans le champ de l'art contemporain. Et donc voilà, on observe ces constellations qui sont sous des formes différentes, qui ne coupent pas les images comme le photocollage, ne rassemblent pas des images du même type comme l'archive et ne citent pas une image autoritaire comme l'appropriationniste. Donc dans cette famille, je vous donne quelques noms de ces artistes qu'on repère. Il y a Louise Jacob au Canada, Sarah van der Beek aux États-Unis. En Europe, des gens comme Ryan Gander, Oriol Villanova, Batia Sutter aux Pays-Bas, qui vient d'avoir une expo Bâle à Paris, Alexandra Lekoff, Aris Epaminonda. Enfin, il y a une liste vraiment qui se déroule et qui est très active dans les années 2000. Effectivement, il y a des traits communs à ces pratiques qui sont notamment l'horizontalité des rapprochements. Donc, toutes les images sont mises au même plan. Excusez-moi. Ce qui pour nous fait écho avec les décloisonnements que permettent Internet et les algorithmes de recherche par mots-clés. C'est vrai qu'au moment où apparaissent ces pratiques, et c'est significatif, c'est le moment aussi où on commence à utiliser les moteurs de recherche, où on a les pages Google Images qui s'affichent sur nos ordinateurs, et donc évidemment ça nourrit l'imaginaire des pratiques artistiques. En revanche, on remarque que ce ne sont pas des pratiques qui travaillent avec l'outil Internet, au contraire. Il semble résister à la dématérialisation en fait, des images en proposant des formats qui reprennent en main la matérialité de l'image. Je pense par exemple à des formats conviviaux qui permettent de parler des images, comme La promesse de l'écran de Pierre Le Guillon, ou pour donner un autre exemple qui est assez important parce que c'est une pièce iconique des années 2000, le théâtre de poche d'Aurélien Froment, où un magicien manipule des images qui sont donc dans le film, mais ces manipulations permettent de leur redonner une matérialité d'objet, puisqu'il tourne l'image et on passe du recto au verso. Enfin, il fait plein de jeux, en fait, pour montrer la matérialité de l'objet qu'il utilise.
Donc, et ces pratiques travaillent, Sébastien le disait aussi tout à l'heure, sur la question de la narration, comment on passe d'une image à l'autre, avec des procédés qui sont souvent empruntés à la littérature et aux figures de style, comme par exemple le marabout bout de ficelle. Donc on passe d'une image à l'autre par le biais d'un élément formel qui se retrouve d'une image à l'autre, et du coup on forme comme ça, comme une comptine, mais avec vraiment les particularités de l'image. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là on est dans les années 2007. Pour moi, c'est une année clé, puisque c'est l'année où Aurélien Froment fait le théâtre de poche, où Pierre Le Guillon lance La promesse de l'écran, où Louise Jacob expose à la Documenta son œuvre. Donc là, il y a vraiment, c'est le moment, à mon avis, le plus important. Et ensuite, bien qu'on en voit de plus en plus, on a l'impression qu'elles deviennent moins pertinentes, à mon sens, dans l'art contemporain. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça que c'est moins pertinent, mais disons que les pratiques curatoriales reprennent le même type de forme. Par exemple, Vic Muniz fait une expo au MoMA qui s'appelle Rébus et qui est un accrochage en marabout bout de ficelle. Donc quelque part, Vic Muniz est un artiste, mais il développe un projet comme ça, iconographe, dans le cadre d'un projet curatorial. Et il y a pas mal d'expos qui travaillent comme ça. Jean-Hubert Martin a fait une expo qui s'appelait Carambolage au Grand Palais, qui travaillait sur le même type de relation d'une image à l'autre par le biais d'une troisième. Et on pourrait citer d'autres exemples. La question du numérique et de l'importance de l'image virtuelle, du développement des réseaux sociaux est à mon avis centrale pour expliquer finalement l'évolution en fait, de ces pratiques. On a l'impression, et d'ailleurs Judicaël Lavrador qui commentait le livre Iconographe dans un article, disait qu'au tournant des années 2010, le post-internet, donc de nouvelles pratiques venues des États-Unis, donnaient un coup de vieux aux constellations iconophiles, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le flux d'images, l'exposition permanente de la société au flux d'images prend le pas finalement sur le travail subtil de rassemblement des images comme peuvent le faire les artistes. Et deux œuvres sont à mon avis significatives qui datent de 2013. La première, c'est une de documentation Céline Duval qui s'appelle Les Allumeuses. Donc Céline Duval constitue une archive personnelle à partir de photos de famille, de photos de pub, etc. depuis des années, une archive matérielle. Et en 2013, elle décide en fait de brûler toute sa collection et de filmer le geste où elle met au feu chaque image de sa collection. Et donc elle transforme cette archive physique en archive numérique, puisque chaque image n'a plus que comme trace sa trace dans le film qu'elle crée pour ça. Et je trouve que c'est assez symbolique de ce passage de l'archive matérielle à l'archive numérique, et pour une artiste iconographe aussi de jeter au feu sa collection pour ne la voir que sous une forme dématérialisée. Une autre œuvre assez représentative et qui a eu le succès qu'on connaît, c'est l'œuvre de Camille Enrault, Grosse fatigue, qui dit, par son titre, un peu aussi de cette histoire, hein, puisqu'elle s'attaque par le biais des archives d'un musée aux États-Unis à l'histoire de l'univers. Et l'ensemble du film, c'est une succession d'images
dans le format de la fenêtre d'ordinateur, qu'elle manipule, qu'elle ouvre, ferme, dont elle montre l'épuisement. Et là, par exemple, on a un style voilà, qui dit beaucoup sur le web aujourd'hui, puisque le chat, le mème, l'image qui se répète, qui devient virale, etc., est assez représentative finalement de ces stéréotypes aussi qui font la culture du web et des réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, avec l'histoire de l'appropriation, qu'on parle de toutes les époques, du collage, de l'archive, de la constellation, de l'appropriation. Agnès Geoffrey l'a très bien dit tout à l'heure dans son introduction, elle en a parlé comme d'une relation à l'image, et nous, ce qui nous frappe à la suite de ce livre et des entretiens qu'on a fait avec les artistes, c'est le rapport affectif, passionnel, que les artistes qui travaillent à partir d'images ressources ressentent envers l'image. Et Agnès a fait avec Julie Jones une expo qui s'appelait « Il y a de l'autre ». Et je pense qu'effectivement, ce qui traverse toutes ces pratiques, c'est ce rapport-là. Et il est très intéressant de faire parler les artistes là-dessus parce qu'on va réfléchir à est-ce que c'est de l'ordre de confiscation, du partage, de la passion, du rejet. Et vraiment, selon les époques et le rapport que la société a avec l'image, on a des réactions très diverses. Parfois, on est dans une... Enfin, les artistes sont très optimistes dans une éducation au regard, dans l'idée de partager le regard sur l'image. Et on parlait tout à l'heure de rapport à l'histoire, à l'éducation. Et je pense que les iconographes sont là-dedans. Enfin, en tout cas, ceux dont je parlais tout à l'heure, ceux qu'on a vus apparaître. Et ensuite, il y a souvent des périodes de grande mélancolie où on a l'impression que les artistes montrent que la société est dépassée par l'image, par la manière de l'archiver, d'être son flux, etc. Et les installations d'archives montrent un peu ça, une sorte de mélancolie, comme aujourd'hui les pratiques post-internet qui travaillent vraiment la question du flux, montre une saturation, un excès d'images qui sont toutes interchangeables, etc. Voilà. Donc, je vous montre juste une dernière image d'une image de John Raffman, qui est un de ces représentants venus là du Canada des pratiques post-internet, qui est dans une approche très angoissée en fait et très critique par rapport aux images qui circulent. Son projet emblématique qui s'appelle Nine Eyes consiste à aller voir sur Google Street View, à aller rechercher les images qui sont enregistrées donc, par Google qui se balade dans les rues et qui montrent soit des meurtres, soit des choses extrêmement bizarres qui se passent, donc d'aller traquer sur le web ce qui peut apparaître comme des angles morts ou des choses étranges. J'ai encore le temps de... Donc je voulais juste présenter le travail de deux artistes que je montre actuellement à la Villa du Parc, au Centre d'art contemporain, qui s'appellent Émilie Brou et Maxime Marion, qui sont des artistes, un duo d'artistes assez jeunes, enfin, qui sont nés dans les années, milieu des années 80, et qui travaillent les usages sociaux de la photographie aujourd'hui connectée et relationnelle. C'est des artistes que je n'avais pas repérés avant parce que comme ils travaillaient sur les questions du web en France, ils étaient catalogués net art. Et ça, c'est aussi une question, c'est-à-dire entre les pratiques photographiques, les pratiques d'art contemporain, les pratiques du net art, elles se croisent, pas toujours. Mais toujours est-il que eux donc sont vraiment sur la circulation sur le web de l'image, comment s'approprier les images et comment redonner de soi
dans les images qui circulent sur le web. Je vous montre juste une œuvre photographique qui est très représentative de leur démarche, qui s'appelle Ghost of Your Souvenir, et donc dont le protocole, c'est qu'ils se mettent les deux dans des endroits hyper touristiques, à l'arrière-plan de gens qui sont en train de se faire prendre en photo. Et ensuite, ils traquent sur le web, sur les réseaux sociaux, Flickr, etc., leur présence dans la photo des autres. Et comme les gens partagent de manière publique leurs images, on peut effectivement retrouver parfois, via la date, l'heure, l'endroit, etc., l'image voilà, des autres. Et donc, ils se retrouvent comme des sortes de fantômes qui hantent les images des autres. Donc, c'est une manière aussi de court-circuiter un peu le système du web en allant du offline à l'online et donc à s'inviter chez les autres et à montrer aussi que c'est très facile de s'emparer, évidemment, des contenus des autres. Et d'ailleurs, pas mal de ces gens qui ont pris ces photos font ensuite des comptes privés quand ils s'aperçoivent que la photo a été parasitée par ces artistes. Donc vous les voyez toujours à l'arrière-plan, soit Émilie, soit Maxime. Donc il y a une série d'environ 30 photographies. On les voit plus ou moins. Il y en a une où c'est un petit peu flippant. J'aurais bien vous la montrer. Non, ben ils l'ont enlevée. Où vraiment elle apparaît comme, même pas en arrière-plan, mais vraiment très présente dans l'image de l'autre. Donc voilà, ça c'est un exemple de leur travail artistique. Et pour finir, je voulais montrer un extrait du film Tout chaud, en fait, qui vient de sortir et qu'on montre. Donc il date de 2018, il s'appelle Bombe. Et c'est un film génératif, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis, c'est pas le premier qu'ils font, mais là, ils sont partis d'un poème de Grégory Corso, qui est un auteur de la Beat Generation, qui a écrit un poème très célèbre qui s'appelle Bombe, qui est une ode à la bombe atomique. Et en fait, ils ont traduit ce poème en requête pour Google. Et donc, chaque vers de ce poème est directement connecté et fait une recherche en direct sur Google. Et donc, Google sort l'image, une des 10 images les plus référencées en regard de cette requête. Et donc, c'est une sorte d'instantané du web, puisque avec les mêmes requêtes, si on faisait la même chose il y a 2 ans ou il y a 5 ans, c'est sans doute pas les mêmes images qui sortiraient, puisque les choses évoluent. Par exemple, les contenus d'images, d'illustrations à vendre sont de plus en plus nombreuses sur Google. Enfin voilà, c'est une manière de faire un instantané de la culture du web. Les images sont parfois un peu violentes parce que c'est le poème est sur la bombe, et de très mauvaise qualité, ce qui dit aussi un peu de ce que c'est notre culture, les cultures amateurs, données gratuitement à tout le monde aujourd'hui. Voilà, donc je le lance. On ne me verra peut-être pas en entier. Je vais mettre la traduction française. Ça s'arrête. Mais voilà, c'est juste pour finir, c'est vrai que eux sont... Enfin, je trouve ce qui est intéressant par rapport aussi à la journée, c'est que j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est des réflexions vraiment directes sur le contemporain, que les artistes iconographes des années 2000 qui travaillaient en constellation, Aurélien Froment, Pierre Le Guillon, etc., sont des artistes qui avaient de base une culture visuelle et photographique très importante. Et ce que je remarque dans les pratiques post-internet aujourd'hui, et des gens qui sont dans l'art contemporain extrêmement célèbres, comme Oliver Laric ou d'autres, sont des gens qui viennent plutôt du web et de l'activisme sur le web. Donc leur rapport aux images est très différent, et eux, ils s'appuient plus, non pas sur les images de l'histoire de la photo ou de l'histoire de l'art, mais vraiment sur les usages amateurs, sur l'image qui circule dans une sorte de low culture de l'image actuelle. Voilà. Merci.
Merci Garance, et de toute la difficulté d'arrêter un film à un moment comme ça. Donc désolée, mais c'était l'idée de vous montrer un extrait. Merci à tous. Je crois que, je voulais juste citer le livre Mal d'archives, qui est, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Derrida évidemment, d'où viennent aussi peut-être des interrogations sur ce rapport affectif. Est-ce qu'on est en mal d'archives ou est-ce qu'on produit un mal d'archives? Bon, voilà, c'était pour le déjeuner. Je vous remercie. On se retrouve à 2h15. À tout à l'heure.